8h13, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. C'est la grande interview avec vous, Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Comme tous les matins, on va balayer toute l'actualité. Je voulais qu'on commence par ce qui se passe sur le commerce mondial. Le commerce mondial qui est bouleversé par les mesures de Donald Trump. On a 3 mois en Europe pour trouver une solution avec Donald Trump pour les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous durant ces 3 mois ? Il faut pas, il faut pas se laisser prendre au piège de Donald Trump. Là, on voit bien que il a décidé de faire une pause parce que pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en fait, sa politique, la première victime de sa politique, c'est les États-Unis. Voilà, parce que l'inflation remonte, parce que les cours de la bourse s'écroulent et qu'il a une pression du monde des affaires sur lui qui l'ont incité à faire cette pause. On peut aussi supposer peut-être que rentrer en guerre commerciale avec le monde entier, même si vous êtes les États-Unis, c'est un peu compliqué. Donc il se prend déjà la Chine, et puis après il reviendra sur l'Europe. Et moi je crois qu'on ne doit pas utiliser ces 90 jours en baissant la garde. Voilà. Je pense qu'il faut se préparer à la situation. Et se préparer à la situation, c'est voir les mesures de rétorsion intelligentes qu'on peut prendre. Je pense que c'est en taxant les GAFAM, c'est en taxant le tech, c'est en taxant les entreprises de services, la finance américaine, pas en remontant les droits de manière réciproque, parce que vous baissez votre consommation populaire et vous êtes vous-même victime, et puis en mettant en place une politique que nous on appelle de protectionnisme solidaire, et d'essayer d'avoir des accords commerciaux avec ceux que les États-Unis attaquent, notamment la Chine. Mais alors justement, est-ce qu'il ne fait pas votre politique, Donald Trump, avec le protectionnisme, ces barrières douanières, vous qui vous battez contre le libéralisme, les échanges, en réalité, c'est ce que vous proposez ? Oui, mais nous, on ne souhaite pas vous voyez le foutoir que ça met. Bien sûr, mais nous, on ne souhaite pas passer d'une politique de libre-échange à une politique de guerre commerciale extrêmement dangereuse, parce que la dernière fois où ça s'est passé dans l'histoire, c'est avant la guerre de 14. Figurez-vous, on a connu une période qui est comparable, et vous savez très bien comment ça s'est terminé. Donc nous, on ne pense pas qu'on passe du libre-échange à une guerre commerciale, on pense qu'on passe du libre-échange à une politique de relocalisation, une politique de souveraineté industrielle et agricole, et ce qui n'empêche pas, parce que tout le monde ne peut pas produire tous les produits, d'avoir des accords commerciaux intelligents. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire M. Trump. M. Trump est en train de faire monter les tensions et de déclarer la guerre commerciale au monde entier. Vous pensez qu'il y a un risque qu'on passe d'une guerre commerciale à une guerre ? Là, je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. D'abord, vous remarquerez qu'il y a des guerres, déjà. Bon. Et deuxièmement, je pense que la dissuasion nucléaire n'existerait pas aujourd'hui. Je pense qu'on serait dans un moment encore plus dangerosité. Pourquoi ? Parce qu'une des manières pour l'industrie, notamment les États-Unis, le font depuis longtemps, et l'Europe était en train, c'était la discussion de l'économie de guerre aussi de le faire, c'est de s'appuyer sur une économie d'armes, de défense pour produire. C'est ce que les Américains font. Quand vous faites ça, et notamment l'Europe, il y a quelques semaines de ça, on parlait notamment pour remplacer l'industrie automobile fort mal en point, les Allemands aussi en parlaient, il faut des débouchés. Dans le capitalisme, il faut des débouchés. Donc si vous produisez dans le commerce tout court, hein. Oui, vous avez raison. Je fais une comparaison entre le commerce et le capitalisme, si vous voulez bien. Donc, là, on va dire le marché, comme ça on va s'entendre. À partir de là, il faut des débouchés. Donc si vous produisez des armes, c'est pour vous en servir. Et là, à partir de là, vous avez une dangerosité, un risque d'escalade. Donc je pense que oui, ça peut ça peut dégénérer en guerre. Est-ce que vous faites partie de ceux qui suspectent Donald Trump d'avoir créé un délit d'initié géant ? Oui, bien sûr. Et vous avez des preuves ? Écoutez, les preuves, on les aura en mai, si bien compris, parce qu'en mai, on va révéler ceux qui ont racheté, qui ont revendu au plus haut niveau quand ils ont acheté au bas niveau. Mais manifestement, en tout cas aux États-Unis, c'est ce qui se dit à partir des courbes. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a fait lui-même. Il a fait un tweet. Que des gens aient fait des fortunes ces dernières heures, ces derniers jours, ça c'est un fait. Sûr, après, à délit d'initié, ça veut dire avoir une information. Ça veut dire avoir une information. Donc je pense qu'aux États-Unis, en tout cas, vous savez qu'il y a des mesures qui commencent à être prises. Vous savez, Trump, c'est pas seulement un président d'extrême droite extrêmement dangereux. Ça reste aussi un spéculateur. Donc il n'est pas impossible qu'il ait utilisé ça en plus, j'allais dire, pour aider ses copains. Apparemment, il y a vraiment des dizaines de milliards d'euros qui ont été gagnés. En quoi il est d'extrême droite, Donald Trump ? Écoutez, vis-à-vis de la démocratie américaine, les mesures qui sont prises de suppression de fonctionnaires, le fait de supprimer certains mots dans supprimer des fonctionnaires. On a déjà supprimé des fonctionnaires. Oui, quand vous le faites, parce qu'on en supprimera peut-être, on aura peut-être besoin. Mais justement, je pense que supprimer les fonctionnaires en fonction de leur opinion, oui, c'est des mesures qui
sont une conception de l'État qui est, j'allais dire, très partisane, très dangereuse. Et puis, il y a d'autres choses. Vous savez très bien comme moi, par exemple, qu'il interdit, dans les études américaines aujourd'hui scientifiques, certains mots, notamment liés à la question écologique et environnementale. Il prend des décisions qui, d'ailleurs, il n'y a plus que les juges qui s'y opposent, qui est extrêmement dangereuse. Donc oui, je vous le dis, je pense que Donald Trump, c'est quelque chose de très dangereux pour la démocratie américaine. Éric Coquerel, invité de la grande interview CNews Europe 1. Vous êtes le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et depuis 6 mois, vous avez mené une enquête sur le dérapage des finances publiques en 2023 et 2024. Les conclusions seront présentées officiellement mercredi prochain, le 16 avril. Toutefois, d'ores et déjà, quelles sont les tendances que vous ont appris ces 6 mois d'enquête ? Moi, elles ont confirmé un peu ce que je pensais. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire que la question, c'est pas la croissance qui aurait baissé plus que prévu ou les déficits seraient accrus plus prévu. Je pense que c'est un problème de prévision et que ces prévisions ont été fausses parce que ce gouvernement s'est auto-intoxiqué avec les résultats de sa politique. En gros, je vous explique rapidement. Vous avez 2 années post-Covid où l'économie française est passée du fond de la piscine où elle était à la surface en 1 an. Dans ce cas-là, vous produisez beaucoup de choses, d'activités, et vos recettes augmentent. Et le gouvernement a eu tendance à penser que si les recettes augmentaient, c'était parce qu'il avait baissé les impôts. Et fort de ça, il a à peu près calculé les impôts dans des années à nouveau normales, 2023-2024, à l'aune de cette prévision. Voilà, sauf que ce n'était pas la réalité. Quand vous baissez le seuil des impôts, quand vous baissez les impôts de 60 milliards d'euros par an comme il l'a fait, eh bien, la TVA, eh bien, les impôts sur les sociétés sont pas au rendez-vous. Je pense que c'est la principale explication de ces erreurs. Vous ne pensez pas qu'on nous a caché quelque chose ? Si, aussi. Je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire... Qui aurait caché ? À quel niveau de responsabilité ? Je vais vous expliquer très clairement. C'est-à-dire, on s'aperçoit dans cette étude, notamment, on voit que, par exemple, à chaque fois que Bercy, les notes du Trésor, produisent des résultats, en même temps, les annonces publiques sont toujours largement supérieures à ce que produisent les notes du Trésor. Donc vous avez un décalage, et manifestement, on a choisi les choses les plus optimistes. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement, depuis 2 ans, a un problème. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc quand vous voulez faire passer des budgets, ou quand, par exemple, vous voulez éviter de déculotter aux européennes, vous avez peut-être tendance, à un moment donné, à embellir la réalité. Et je vais vous citer un seul événement, je vais être rapide. Le 13 décembre 2023, la veille d'un 49.3, Elisabeth Borne reçoit une note de Bruno Le Maire qui lui dit qu'il y aura des milliards de recettes en moins et qu'on va même annuler de 10 milliards le budget dont elle parle, du budget dont elle parle en janvier. Il n'y a pas un mot dans les déclarations de Mme Borne qui engage la responsabilité de son gouvernement sur le budget à ce moment-là pour dire ne serait-ce que ce budget aujourd'hui est fragile, il va certainement falloir le rectifier. Donc vous voyez bien qu'il y a d'une certaine manière une dissimulation de la réalité. Si je vous entends, Bruno Le Maire a fait le job, mais il n'a pas été entendu à Matignon et à l'Élysée. En tout cas, Bruno Le Maire aussi, à un moment donné, a participé au fait de ne pas produire en même temps les résultats qu'il avait. Mais là, pour le coup, c'est lui qui l'avait donné. Et je vous rappelle également qu'il avait demandé, est-ce que j'avais soutenu cette idée à ce moment-là, un projet de loi de finances rectificative qui a un avantage, c'est que l'Assemblée peut débattre, voter des recettes, pas seulement des dépenses, et que ça a été refusé. Et ça a été refusé à une réunion de l'Élysée le 13 février de mémoire, avec une décision qui incombe aussi au président de la République et qui, à mon avis, pose aussi un problème démocratique. Le budget 2025, il a été voté. Le problème, ça va être le budget 2026. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des finances à l'Assemblée. Comment se présente la préparation du budget pour l'année prochaine ? Si vous voulez bien, je reviens d'abord sur le budget 2025. Oui. Parce que rien ne dit qu'on n'ait pas les mêmes problèmes de dérapage. Et là aussi, où on joue un peu avec les chiffres, les annulations pour éviter un PLFR, que les budgets précédents. Un projet de loi de financement rectificatif, voilà. C'est-à-dire une rectification en milieu d'année. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on est passé un budget, vous savez qu'ils ont eu beaucoup de mal à passer le budget, ils ont été censurés, c'est moi qui ai fait le discours de censure, ils l'ont fait passer en février, oui. Et là, on se retrouve déjà quelques mois après avec déjà 3 milliards d'annulation de crédit, ça a été décidé, là, plus 8 milliards de gel, et on nous dit pas de PLFR. Avec une croissance qui baisse, on est passé de 0,9 à 0,7, l'OFCE qui est un qui peut peut-être remonter puisqu'il n'y a plus de droits de douane. Non, vous vous trompez. Il y a eu le 0,9 à 0,7. 0,9 à 0,7, c'est parce que je vous rappelle que Donald Trump a augmenté 10% les droits de douane. Ça, il l'a maintenu. Ce qu'il n'a pas fait, c'est pour l'instant, c'est de passer à 20%. Et la conjoncture économique, de toute façon, est tellement instable, c'est un peu le début de notre discussion, qu'on pense que les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Et en plus de ça, elles n'allaient pas non plus dans le bon sens avant que Trump arrive. C'est-à-dire qu'il y avait
des annonces en termes de fermeture d'entreprises, en termes de défaillance d'entreprises absolument historiques, de remontée du chômage. Déjà, ça n'allait pas bien. Donc, il est fort probable que la croissance baisse encore. Et vous verrez que dans ces cas-là, je crains fort que le gouvernement essaye d'avancer un peu cas à cas pour éviter le projet de loi de finances rectificative. Pour 2026, Gérard Larcher, pour le budget, dit qu'il va falloir, donc il a commencé à travailler sur le budget, il va faire des propositions à l'Assemblée, il va falloir, dit-il, produire des richesses, travailler plus, accélérer la simplification, couper dans toutes les dépenses, État, sécurité sociale. Voilà, c'est ça que j'appelle le Trumpisme, vous voyez. Le Trumpisme, bah oui, mais il y a un moment quand il y a plus vous d'argent... affaiblissez l'État. Non, mais... Vous savez, ce qu'a montré aussi notre commission d'enquête, mais qu'on savait, mais c'est accepté par tout le monde. Depuis 2017, la part des dépenses publiques d'État dans le PIB n'augmente pas. Ce qui augmente, ce qui baisse, c'est les recettes. 3 points de PIB de recettes en moins. Et ces recettes qui ont été perdues, c'est des cadeaux très fiscaux. important. Heureusement que ça n'augmente pas, c'est une soixantaine de pourcents. Mais ça ne vous inquiète pas que les recettes, par contre, baissent et que ça avantage les 10% les plus riches, voire les 1% les plus riches d'autres pays. Donc la solution, c'est d'augmenter les impôts. Ça m'embête qu'on fasse tous des efforts pour les ultra riches de ce pays. Et donc la solution, oui, c'est de revenir sur certaines dispositions qui ont été prises, notamment, alors qui pourraient en plus d'ailleurs, est une solution. Et la France est déjà, vous connaissez le principe, la France est déjà l'un des pays où il y a où les taux d'impôt sont les plus importants. Pour les ultra-riches, c'est absolument faux. On est dans la moyenne européenne. Pour les ultra-riches, plus vous augmentez, il y a une étude récente qui a été faite par le comité de prélèvement obligatoire qui montre que... ne faites pas cette mue, je vous enverrai les chiffres, vous voyez. Quand vous êtes dans vraiment les tranches très très importantes, en réalité, on est dans la moyenne européenne, on est derrière les Belges, les Allemands, etc. Donc ce n'est pas vrai. Et le problème de ces cadeaux fiscaux qu'on a fait, on a désarmé l'État. Donc s'il y a matière à aller chercher de l'argent, c'est d'abord là. Et vous savez aussi pourquoi ? C'est que quand vous baissez les dépenses publiques, vous avez un effet récessif. Et donc c'est pas le moment, avec les attaques de Trump, de baisser la consommation populaire. Il faut bien comprendre, ceux qui nous écoutent ce matin doivent bien comprendre que vous baissez les dépenses publiques, vous augmentez les aspects récessifs, vous baissez la croissance. Coquerel, il y a une solution, c'est de travailler plus tout au long de la vie et sur un an pour gagner plus d'argent. Et donc là, il y aura effectivement plus de recettes. Il serait peut-être mieux aussi que les salaires soient plus importants. Parce que dans ce pays, les salaires ont perdu de 3% en nominal depuis 2017, alors que les revenus du patrimoine n'ont cessé d'augmenter. Payons mieux les gens consommeront. Et vous savez que la consommation intérieure, c'est un des feux de l'activité économique française. C'est même ce qui nous différencie des Allemands. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, alors que les Allemands sont basés sur l'exportation, on s'en sort un peu mieux que les Allemands. Donc, à mon avis, ne mettons pas de côté ce qui est une des choses qui permet, vaille que vaille, à l'économie française de se maintenir, y compris en période d'activité. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de la grande interview CNews Europe 1. Il y a eu des accrochages à l'Assemblée nationale entre des députés France Insoumise et les journalistes du magazine Frontières. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, vous a demandé de ne pas vous en prendre à la presse. Elle a rappelé d'ailleurs hier soir sur France 5 les règles en disant oui, il faut que les journalistes puissent travailler, heureusement j'allais dire, à l'Assemblée nationale. Vous allez appliquer cette demande de la présidente de l'Assemblée ? Non, elle a demandé aussi que... la presse entre guillemets, travaille dans des règles. Il y a une bonne presse et une mauvaise presse. Il y a la presse qui vous donne raison et l'autre. Non, mais il y a une presse et puis des organismes militants qui se cachent derrière des cartes de presse. Oui. Et c'est le cas de Frontières, si vous voulez bien. La question n'est pas une presse d'opinion qui ne pourrait pas venir à l'Assemblée. Vos chaînes, par exemple CNews et autres, sont à l'Assemblée. Elles se comportent de manière normale. La question n'est pas seulement... L'humanité est à l'Assemblée. Absolument, ils se comportent de manière normale. Je parlais de presse d'extrême droite. Donc vous avez... c'est pas non plus... Qui est presse d'extrême droite ? CNews quand même. Ah non, CNews, c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. C'est votre point de vue. Attendez, c'est votre point de vue, mais c'est pas très grave. Coquerel, c'est pas un point de vue. Votre ligne éditoriale. Non. L'extrême droite ne veut pas dire... Vous pouvez pas dire que CNews est une chaîne d'extrême droite alors que vous êtes invité. La semaine dernière, on s'en parlait pendant la publicité. J'étais avec Manon Aubry. Votre point de vue, votre point de vue, ma liberté d'opinion. On a le droit d'en changer. Écoutez, changer de ligne éditoriale. La semaine dernière, à la même heure, il y avait Manon Aubry. Vous êtes là et depuis 10 minutes à en parler. D'accord, mais allez-y, je vous en prie. Vous pouvez à un moment donné avoir des lignes éditoriales d'extrême droite et vous savez très bien qu'on a aussi décidé de ne plus venir dans les débats et de venir uniquement dans les matinales pour ces raisons-là. Et merci d'ailleurs d'être là et donc, de donner votre... Disons qu'il y a des tranches dans ces news qui véhiculent beaucoup d'idées d'extrême droite et en tout cas du camp le plus extrême. Sur le droit de la presse à l'Assemblée. Mais je reviens là-dessus. Donc ce n'est pas la question de l'opinion défendue par telle presse. C'est même pas la question, parce que c'est le cas de Frontières, du fait d'aller faire un travail qui consiste à compiler tout ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux sans vérifier, ce qui fait qu'ils vont avoir des procès en diffamation.
Mais le problème, par contre, c'est qu'on doit agir à l'Assemblée sans, j'allais dire, faire des coups comme ça, de pression sur les députés, de filmer des collaborateurs pour ensuite faire des harcèlements comme ce Frontière l'a fait avec des avocats, l'a fait avec des pression députés. quand un député parle à ça d'un journaliste ne reprenez pas la bouche. Comme vous me dites que vous n'avez pas d'opinion, ne reprenez pas les déclarations très provocatrices de députés du RN. Les images qui parlent. Les images, vous allez voir que personne ne touche personne. Il y a une journaliste qui dit, une journaliste entre guillemets, de Frontière qui est là, qui n'a pas à filmer à l'endroit où elle est en plus, parce que vous savez très bien, vous êtes journaliste, vous savez très bien qu'à l'Assemblée, on est dans certains endroits et pas d'autres pour faire son travail, et qui filme, est en train d'essayer de photographier des collaborateurs pour après harceler comme ils le font sur les réseaux sociaux. Et vous avez des députés qui essayent de faire en sorte qu'ils ne puissent pas le filmer de manière, mais il n'y a aucun geste. Et ceux qui ont expliqué, comme j'ai entendu un député RN expliquer que c'était un des pires événements de la Ve République, en réalité, c'est une provocation. Donc je ne suis contre les provocations organisées par qui que ce soit, y compris des faux journalistes qui sont des vrais militants d'extrême droite. Éric Coquerel était l'invité de la matinale de CNews et d'Europe 1. Et merci d'être venu sur la matinale de CNews et d'Europe 1, voilà, qui donne la parole à tout le monde. Bonne journée à vous, à bientôt.